Merci beaucoup. Nous avons maintenant quelques minutes pour les questions-réponses et je vais me permettre de poser la première question, une remarque et une question. La remarque. Cet après-midi, nous avons une plénière sur l'Europe comme laboratoire d'une gouvernance mondiale. Cela peut paraître paradoxe, mais la raison pour laquelle je me suis dit qu'il nous fallait une telle séance, c'est justement ce que Kishore vient de dire. L'Europe est non seulement zéro guerre, mais également zéro guerre potentielle. Cependant, je souligne cependant, si jamais l'Union européenne devait commencer à se désintégrer dans quelques années, nous aurions peut-être à nouveau une situation où la probabilité d'une guerre serait de nouveau plus du tout zéro. Et c'est également le moment où l'euro revient dans la danse. Deux petites questions, court terme et long terme. Kishore, vous dites, après Dominique Strauss-Kahn et il y avait la possibilité d'avoir un directeur non issu de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique. Mais qui en a la responsabilité que cette possibilité a été loupée? J'aurais voulu avoir votre avis sur cette question, sur le long terme. Vous dites que pour les 10 années à venir, vous êtes optimiste. Mais lorsque vous rêvez d'un monde en 2100, quel sera ce monde? Merci pour ces deux questions extrêmement difficiles, Thierry. La première, c'est facile. Si vous êtes candidat d'un pays émergent, que vous êtes candidat au poste de directeur général du FMI et que c'est un pays, un vote, alors vous allez avoir une chance de gagner parce que 100 pays vont voter ou 183 pays. D'accord? Mais tant que le système de vote et que les États-Unis ont 17%, l'Union européenne 32%, et l'Australie, le Canada 3%, le reste, ça veut dire 12% de la population mondiale sont représentés par 52% des votes. Donc, en tant que candidat des pays émergents, vous allez vous dire, je ne peux pas arriver à 52% des pays occidentaux. Donc le système doit être modifié. Vous devez modifier ce système. Et ça viendra, je le pense. De quoi aura l'air le monde en 2100? Là, une chose qui est certaine, je ne le vivrai pas. Je ne le vivrai pas. Mais je pense, et là je dois avouer que Thierry a dit j'étais de plus en plus arrogant. Et je pense que ce que vous allez voir, ce n'est pas simplement le centenaire, mais le millénaire asiatique, parce que l'Asie a toujours eu la plus forte population mondiale, mais également le plus grand nombre de cerveaux. Et malgré cela, nous avons également le réservoir le plus important de cerveaux non utilisés. Et c'est encore et toujours le cas. Et croyez-moi, vous serez absolument
émerveillé de ce qui va sortir de l'Asie ces 100 prochaines années. Et je suis certain que ça va encore durer très longtemps. Pourquoi vous ne parlez jamais de l'Afrique? Merci de me poser cette question. Parce que l'une des choses que j'ai aimé voir, c'est le numéro de l'Économiste avec l'Afrique en phase d'envol. Et je suis beaucoup plus optimiste pour l'Afrique, justement parce qu'un grand nombre de leaders africains viennent visiter l'Asie. Et le fait qu'ils voient que Singapour, qui avait le même revenu que le Ghana. Lorsque Singapour est devenu indépendant, nous avons le même revenu par tête d'habitant que Ghana. Et maintenant, nous avons dépassé celui de notre maître colonial. Donc, vous voyez comment le faire? Aller en Asie. De Dominique Moisy et Jacob. Kishon, excellente présentation, mais je ne peux pas résister à la tentation de vous sortir de votre zone de confort non démocratique, non occidentale. Quand vous présentez les faiblesses de l'Occident, je suis tout à fait d'accord. La démocratie américaine est dysfonctionnelle. Et il y a un vrai danger pour la démocratie. La Chine, quant à elle, a deux avantages stratégiques par rapport à l'Occident. Elle peut réagir rapidement parce qu'elle ce n'est pas un pays démocratique et peut penser au long terme parce que c'est la Chine. Nous ne pouvons pas agir rapidement et nous ne pouvons pas réfléchir et refléter sur le long terme. Mais l'Asie. En Asie, je vois deux problèmes. Premier problème, c'est plus vous avez de succès, plus d'Asiatiques voudront vivre à l'occidental, ne seront peut-être pas ou ne souhaiteront pas avoir notre système de gouvernance, mais voudraient ou voudront avoir le même type de respect, droits de l'homme, etc. que nous en Occident. Et pour l'instant, je ne vois pas les personnes rêver de devenir singapourien ou chinois, mais vous avez beaucoup de monde qui veut devenir américain ou alors faire partie du rêve européen. Donc sur le long terme, vous avez un problème sur l'universalité, c'est vrai. L'équilibre mondial, c'est déplacer de l'Occident vers l'Asie, mais vous devez aussi relever ces défis. Oui. Merci Dominique de me poser cette question très difficile. Et j'aimerais bien souligner aussi qu'en 20 minutes, vous ne pouvez pas aller dans les nuances et les qualificatifs nécessaires. Je peux vous dire que l'envol de l'Asie, ça ne sera pas dans une ligne sur des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, mais ça va monter. Et beaucoup de défis, les mêmes défis géopolitiques que dans le reste du monde. Donc je suis tout à fait d'accord avec toutes les difficultés. Mais sur les valeurs, Dominique, je vais vous donner une réponse un peu spirituelle. Je peux faire ça parce qu'on se connaît bien. Il y a une perception en Occident que les sociétés les plus civilisées, d'une manière ou d'une autre, se situent en Occident. Et que le travail des 88% de la population mondiale restant est de devenir aussi civilisé que vous en Occident. C'est comme ça une présomption de départ que vous avez. Et je vous recommande un livre écrit par un Indien
Mathias Sen, c'est l'Indien argumentatif, une série d'essais et le texte. Et dans un de ces textes, avec beaucoup de détails historiques, il montre combien de valeurs que l'Occident appelle occidentales viennent de l'Est, la diversité, la tolérance, etc. Non, ne me croyez pas. Prenez Mathias Sen comme référence ou lisez-le dans son livre. Et je peux vous dire que les Asiatiques sont comme tous les autres êtres humains. Ils n'aiment pas qu'on leur coupe le doigt, qu'on les tue, qu'on les emprisonne de manière arbitraire. Toutes les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est également des valeurs asiatiques, très très clairement. Mais il y aura un équilibre. Et c'est ça qui est intéressant dans le dialogue qui va venir. Dialogue entre l'Est et l'Ouest. Et la raison pour laquelle nous avons beaucoup de succès, c'est qu'on prend toujours les meilleurs éléments de l'Occident, les combine avec les meilleurs éléments de l'Orient. Et je crois qu'à ce moment-là, nous avons davantage d'atouts que vous. Et je suis sûr qu'on y arrivera.